Bienvenue au balado de la main verte. Cette semaine, on discute de culture en serre avec votre animateur Alexandre Tout-le-Monde et votre invité Pierre-Antoine Gilbert. Je suis présentement dans les serres de l'INAB, de l'Institut national d'agriculture biologique du Cégep de Victoriaville, où on enseigne le maraîchage biologique depuis 1987. Fait Alexandre, question quiz comme un élève. Ça, c'est quoi ça comme culture, Alex? C'est une feuille de concombre. Ouais! Ils sont plus grosses que ma face. Fait qu'on a full concombre libanais en ce moment, puis l'autre culture à côté, c'est quoi? Poivron. Ouais! Fait qu'en ce moment, ben, c'est l'abondance en plein hiver. Mais je pense qu'on va rendre ça plus accessible. Fait que je te redonne le micro. C'est ça mon intro que je voulais faire. Merci. On a hâte de te revoir chroniqueur permanent au balado, mais ça attendra l'été parce que toi, tu es occupé en hiver apparemment dans ta serre. Pas mal. Il y a de la job, il y a la job de prof. Fait que moi, je suis chanceux parce que c'est ça nos laboratoires avec les élèves. Écoute, on passe plus de temps à être en serre, à travailler sur les plans, que d'être en classe à parler de théoriquement comment pousse une tomate, un concombre, un poivron. Fait qu'honnêtement, c'est une belle chance. C'est probablement, à mon sens, là, dans mon champ d'intérêt, un des plus beaux laboratoires qui existent au Québec. Fait qu'on a des beaux équipements. On a de quoi s'amuser. Je suis d'accord pour peu de l'avoir visité, mais le sujet du jour, c'est la culture en serre chez soi. Oui, au pluriel. Culture au pluriel, c'est ça? Yes. OK. C'est bon, on va s'essayer. Et je suis sûr qu'il y a plein de convaincus qui écoutent ce balado, mais peut-être tu pourrais nous dire pourquoi cultiver en serre, pourquoi faire simple si on peut faire compliqué. Ouais, ben, donc, on a notre climat à nous, là, le climat québécois. Je sais pas si tu en as entendu parler, Alex. Ça dit quelque chose? Puis au-delà de cet aspect-là du Québec, je veux dire, les serres, ça fait partie d'un grand ensemble qu'on appelle les cultures abritées. Donc, il en existe différents types d'abris des cultures. Puis la serre étant probablement celle qui est le nec plus ultra de la protection des cultures. Donc, abri, culture, protection, culture, ce qu'on fait finalement, c'est de leur offrir leur maison à elles, à ces plantes-là. Toutes ceux et celles qui ont déjà visité un jardin botanique, qui sont allés à la limite au biodôme ou qui en ont une à la maison, bien, on le ressent, le climat, sur la peau, dans notre visage, au niveau de l'odeur, au niveau du toucher, même de l'humidité, on le ressent. C'est un autre monde là, en soi. Là. Fait que, ça reste des abris de culture pour essayer d'éviter le plus possible des problèmes de maladies, notamment les maladies fongiques, cryptogamiques. Donc, ça, c'est les champignons. Mais aussi, on essaie de jouer à Dieu, peut-être. Tiens, c'est très prétentieux, mais à contrôler le climat, les paramètres climatiques et autres paramètres au niveau des besoins des plantes pour essayer de multiplier un peu nos rendements. Donc, dans des serres comme ici, je suis capable de multiplier par 10 les rendements que j'obtiendrai à l'extérieur, en champ, notamment en utilisant la verticalité de mon infrastructure. Puis après, Ouais. ben, c'est une question de prolongement des saisons. Donc, je suis capable de partir plus tôt au printemps, je suis capable de finir plus tard à l'automne, mais là, ça va dépendre aussi du niveau technique qu'on a dans l'infrastructure. C'est correct? Excellent. Par 10, vraiment? Oui, oui. C'est ce que ça répertorie, tu sais. Puis pour déjà l'avoir calculé, mais c'est comme la tomate, quand on calcule le rendement en tomate, c'est un nombre de kilos par mètre carré. Dans les serres, dans les faits, ça tient compte énormément du calendrier de culture, c'est-à-dire quand est-ce que je commence mes premières récoltes, quand est-ce que je termine mes dernières récoltes. Fait qu'on fait la somme du poids de toutes ces récoltes-là pour avoir une Ok. idée du nombre de kilos par mètre carré de tomates qu'on est capable de récolter ou de sortir de la serre. Donc là, je rappelle que ce balado, il a la première vocation de répondre à vos questions. Enfin, on en a reçu avant cet épisode. J'en vois une sous les yeux maintenant. Puis on en voit des dizaines passer dans le chat de la main verte. Donc sentez-vous à l'aise de commenter dans ce direct avec vos questions. Et pour lancer, parce que là, tu nous fais un peu peur avec tous tes paramètres de contrôle, de jouer à Dieu, mais est-ce que ça peut être simple, voire même magique, une serre? Ça peut être excessivement simple et minimalement magique. C'est un tour de base d'illusion. Donc là, je m'excuse pour l'anglicisme, mais on peut avoir des serres low-tech, puis on peut avoir des serres super high-tech. Il y a des gens qui ont les deux. Je pense que dans les membres de la main verte, on a les deux.
Donc, la serre la plus simple, c'est quoi? C'est un tunnel chenné, c'est un abri tempo converti avec une toile de plastique dessus. Il n'y a peut-être pas d'électricité à l'intérieur, de système de minuterie goutte à goutte. Tu comprends un peu, là? Fait que pour moi, l'idée, c'est d'abriter la culture très banale, mais ce qu'on est capable de prendre dans un contexte agronomique ou maraîchage plus poussé comme ici, puis de le ramener du jardin, c'est mon dada, c'est devenu ton dada aussi avec le projet de la main verte. Donc, de rendre la connaissance accessible pour passer en action, pourquoi pas, tu sais. Mais peu importe l'abri, même un mini-tunnel, à la limite, c'est peut-être pas une serre, mais il y a quand même des logiques qui s'appliquent quand même. Puis cette semaine, bon, je t'ai envoyé des photos. Ça aussi, c'est pas à la portée de tous et de toutes, mais c'est quelqu'un que dans sa maison, le contracteur, il avait prévu une pièce entièrement dédiée à de la culture intérieure, avec des murs qui ressemblent à une chambre froide, avec des bacs pleins de terreau, avec un plafond hyper haut, faire pousser la mat. C'est un truc que j'avais jamais vu. Fait que pour moi aussi, Alex, c'est un peu comme je dis souvent, il y a une certaine limite qui est celle de notre créativité. Puis on est capable de dépasser ces limites-là quand la créativité elle s'invite sur les planches à dessin, là. Je vais profiter qu'on ait la présence des gens pour savoir si le son de Pierre-Antoine est correct, parce que moi, je l'entends scintiller, mais c'est possible que ça soit juste moi. Là, je viens de Ouais, si le monde peut nous dire ça, parce que si c'est le cas, je vais demander à Pierre-Antoine de quitter, de revenir. Ça m'a l'air mieux. On reprend? Désolé. Yes. Fait que PA, j'avais envie que tu nous parles des différents types de serre, de la plus simple à la plus haut de gamme. Ouais. Le premier truc, ça va être le petit tunnel, le mini-tunnel, dans le fond, qui est simplement un plastique polyéthylène, donc un film de plastique clair qui fait environ 6 millièmes de millimètre. Donc, c'est un plastique qui est pas mince là, comme un sac de plastique, mais qui est un plastique plus de type construction qu'on peut retrouver en quincaillerie ou dans des places spécialisées. J'ai du bois Innovation en tête. Qu'on vient déposer sur des arches, puis après ça, avec un système de cordes qu'on fait traverser de part et d'autre, qu'on vient le fixer. Donc, ça peut être un mini-tunnel, ça peut être un tunnel froid, un tunnel chené aussi. Personnellement, c'est ça que j'utilise à la maison. Puis après ça, là, on va monter avec une ossature ou une structure portante qui va être beaucoup plus rigide et permanente, qui peut être en bois, en acier galvanisé ou autres métaux, là, mais qui va être peut-être là pour durer plus longtemps. J'ai évoqué tantôt l'abri tempo, parce que c'est quelque chose qu'on a vu souvent se faire, des conversions où on passe d'une toile blanche là, résistante l'hiver avec le film de plastique que je parlais. Il existe des kits de conversion même de ces abris tempo-là pour en faire des serres. Nos amis de l'Académie potagère se sont beaucoup penchés sur le sujet, ont des vidéos tutoriels aussi pour les gens qui veulent aller plus loin dans cette voie-là. Puis après ça, on va rentrer encore dans des serres domestiques de dimensions accessibles où on va en avoir qui vont être faites des fois avec des ossatures en bois. Un autre matériel de plastique qui est le polycarbonate. Là, c'est comme des panneaux plus rigides, plus résistants, qui vont durer plus longtemps aussi dans le temps que celui en plastique mou, le polyéthylène. On a vu des fabricants arriver aussi sur le marché, ce qui est quand même assez intéressant. Puis là, de plus en plus, ce que je vois, c'est même des serres en verre. Puis ça, il y a des trucs qui sont géniaux, qui sont super beaux, mais ça vient des fois avec une facture là, en contrepartie. Fait que tout ça pour dire que le plus simple, c'est le fameux DIY, le do-it-yourself. Puis le plus complexe, c'est je m'achète un truc que je vois dans des catalogues ou sur des sites web que je me fais installer à la maison. Bon, entre les deux, il reste des trucs de quincaillerie, là. Les grandes chaînes en vente, des petites serres là, avec assez, qui tiennent la route, mais c'est sûr que s'il y a des grands vents, des fois, ça arrive qu'il y a des bris, là. Puis le dernier truc, Alex, je te dirais, c'est ceux qui achètent des petites serres en quincaillerie pour leur semis, mais là, on est vraiment plus dans une espèce de chambre à semis que dans une serre extérieure qui va durer pour l'été. Excellent. Mais si on prend l'angle du projet ou du budget, comment Ouais. choisir l'un ou l'autre? Parce que c'est sûr que moi, je vais sauter sur l'abri tempo intuitivement. Oui. Je vais prendre le moins cher, presque en me posant pas les questions de c'est quoi les inconvénients. Ça serait- ça serait- Qu'est-ce qui me motiverait à acheter une serre un peu haut de gamme? Ben, en fait, la serre haut de gamme ou un peu plus high-tech, c'est qu'à ce moment-là, on est capable de rentrer certains systèmes d'automatisation.
Puis là, l'avantage, c'est que ça devient un peu une charge mentale moins élevée, un stress de moins, parce que tu commences à avoir des ouvertures de ventilation automatiques, parce que tu commences à avoir des systèmes d'irrigation automatiques aussi. S'il y a du chauffage, on va pouvoir allonger la saison plus tôt au début, plus tard à la fin, etc. C'est pas à la portée de toutes les bourses, mais reste que plus il y a un niveau d'équipement dans l'infrastructure qui est élevé, plus cet équipement-là est flexible et donne des possibilités. Mais honnêtement, un tunnel de base, de l'abri tempo, tiens, qu'on les nomme, ou le tunnel chenille que j'ai à la maison, pour moi, c'est en masse suffisant pour la job que ça a à faire, c'est-à-dire protéger les cultures des intempéries, puis réduire la pression de maladie. Puis juste ça, peut-être tantôt, j'étais ambitieux quand je parlais de x10 au niveau de mes rendements, mais juste d'être capable de doubler ou de tripler tes rendements, ou comme c'était l'été 2023, là, j'ai un peu de mémoire, l'année du mildiou, le vrai mildiou, là, le late blight là, qui tue tes cultures de tomates en 48 heures, là, pas l'oïdium, qui affecte les plants, mais moi, j'en ai pas eu dans le fond au jardin parce que j'avais pas les pluies qui venaient propager puis infecter mes plants, là, qui venaient propager le champignon. Fait autrement dit, c'est ça, c'est vraiment une question d'objectif personnel, je dirais, et de moyens, évidemment, là, donc une question de budget. Là. Et pour terminer l'intro sur les types de serres, c'est vraiment quand j'ai visité chez toi, donc c'était un mini tunnel ouvert sur le côté, on est d'accord? Ouais, Tu laisses ouvert la majorité du temps. Et ouais, c'est là que tu m'as dit, c'est principalement pour avoir un toit. oui, La oui. première fonction d'une serre, puis tu sais, moi en tant que débutant, c'est plus ah, il me faut la chaleur, il me faut l'humidité. Mais là, tu viens de reconfirmer ce que tu m'avais dit à l'époque où une serre, c'est avant tout protéger les plants des maladies, j'imagine bénéficier d'un surplus de chaleur. Parce que moi, dans mon Ouais. cas, c'est pas x2, c'est réussir le sujet. Tu sais, Ben, les tomates, les aubergines, dans ton coin, c'est plus dans nordique. mon Le coin, ouais. gingembre aussi, en dessous de ces structures-là, il fait la job. Mais regarde, on le ramène à l'objectif. Moi, je n'ai pas changé mon calendrier de culture. J'aurais sorti mes tomates au même moment parce que cette structure-là, n'ayant pas de système de chauffage, nécessitant que le sol atteigne une certaine température, ça ne me permet pas de devancer tant que ça mes périodes de semis. Mais après, quand les côtés sont fermés, là, oui, peut-être que je peux jouer avec certaines cultures. Puis je sais que tu vas m'amener là dans l'échange qu'on a ensemble aujourd'hui, mais je n'ai pas fait de grands changements parce que l'équipement est limité. Mais l'objectif, c'était juste d'avoir des récoltes plus abondantes en fin de saison quand vient le temps de faire Mmh. ma transfusion. Mais ceci dit, je veux dire, des fois, je vois des trucs passer de membres de la main verte ou sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des foyers à masse thermique. Il y en a qui ont opté pour des Wallipini ou des Earth Chips, des trucs des fois creusés dans la terre avec des murs accumulateurs de chaleur. Il y en a des bonnes idées, mais tout est question de moyens techniques, de moyens financiers, de débrouillardise, de savoir-faire, puis d'accès aux matériaux aussi. Là. Fait que je pense que Mmh. c'est important d'abord de voir un peu la fonction qu'on aimerait qu'elle remplisse. Si dans ton cas, chez toi, c'était d'amener des aubergines à terme ou d'avoir une récolte de tomates, ben là, on part de j'ai pas de résultats à j'ai des résultats. C'est qui est quand même plaisant, on va se le dire. Exactement. Et est-ce qu'on doit choisir dans son projet entre le projet de, réussir ses cultures, on va dire exotiques, aubergines, poivrons, tomates l'été, Oui, ou prolonger la saison ou les serres peuvent faire les 2. Ou du les moins deux. quel type de serre peuvent faire les 2, ouais? Ouais, ouais. Ben, en fait, les deux, je dirais, tu sais, parce que là, j'ai dit qu'on n'avait peut-être pas de chauffage, fait que c'était pas, tu sais, on ne fait pas devancer tant que ça le calendrier. Il y a peut-être moyen de combiner des fois avec d'autres outils, comme les couvertures flottantes, les toiles thermiques, qui te permettent peut-être, elles, de gagner un petit 2-3 degrés. Fait que des fois, ce 2-3 degrés-là, en fin de saison, il peut faire toute la différence. De jouer avec les variétés, les cultivars, de choisir des fois des jours à maturité plus courts. Exemple, ça m'arrive en fin de saison. Là, chez nous, des fois, on a déjà eu du gel en septembre, mais dans ma structure, là, dépendamment des années, là, je suis capable de me rendre à mi-octobre. Là. Fait que ça fait en sorte que je peux partir, mettons, un semis de carottes. Septembre, c'est un peu tard, là, mais fin août, qui ont 55-60 jours à maturité, puis me rendre jusqu'à une dernière récolte à ce moment-là ou de les Mmh. garder, les conserver l'hiver. Mais ça peut être avec des navets, les rabioles, ça peut être avec des épinards que l'été, eux autres, ils souffrent de la chaleur, montent en graines, en fleurs, que là, je vais commencer à les implanter un peu plus tard à l'automne. Puis à ce moment-là, ça me permet
de prolonger un peu ma saison avec à peu près n'importe quelle culture. Puis là, on le sait, là, l'autre fois, tu as jasé avec Bertrand Dumont de compagnonnage. Puis on voyait que l'idée, c'était de cultiver aussi la biodiversité au sens large, là, sans trop nécessairement se casser la tête avec qui va avec qui. Mais mettons un exemple, ça arrive que je vais implanter des laitues en fin de saison ou un rang de rabiole, juste un petit peu à côté de mon rang de tomates. Parce qu'au fil du temps de la croissance, les vieilles feuilles dépérissent, j'effeuille, ça crée plus d'espace pour que la lumière rentre à l'intérieur. Fait qu'à ce moment-là, si je vois un espace de disponible au niveau du sol, ben let's go, j'essaie des trucs dans le fond. Fait que tout ce qui est à jour à maturité rapide, en fin de saison, puis on peut l'essayer en début de saison. Là. Si le sol est dégelé chez vous en ce moment, même si vous mettez un thermomètre puis qu'il est froid, ben peut-être les épinards vont répondre. Peut-être que les carottes vont stagner un peu puis qu'ils vont germer en 14 jours ou 21 jours au lieu de 7 à 10 jours. Mais la graine est là, elle est placée. Fait que quand les conditions vont donner favorables à l'émergence de la culture ou à la levée, dans le fond, ben ça va être fait. Là. Fait qu'on peut s'amuser là, à faire plein de petites twists différentes, je te dirais. Là. J'ai quand même beaucoup de questions, alors tu vas devoir y répondre plus rapidement que d'habitude, OK? Ah, OK, je vais essayer. Mais je peux manger un concombre en même temps, la bouche pleine, je vais avoir moins de choses à dire. Je vais en profiter pour te lire. Je prévois d'essayer des mini tunnels en serre sur mes planches cette année et j'aimerais avoir des informations sur l'efficacité de celle-ci. Mini tunnel Euh, en serre, là, c'est Inception. une serre dans une serre, dans le fond? Ben, c'est une super Ouais. idée, ça. On le voit des fois chez des maraîchers. Bon, ben, écoute, on met des arceaux, des arches, n'importe quoi qui peut supporter le plastique. Des fois, si on ne veut pas se casser le bicycle, même pour les carottes que je mentionnais tantôt, on veut que le sol se réchauffe. J'ai ma structure de serre, puis je peux venir faire mon semis, puis mettre juste un plastique au sol pour amener de la chaleur, accumuler de la chaleur, puis favoriser la croissance par la suite ou la germination. Là, la sous-question, excuse, je veux juste être sûr, là, comment l'installer, c'est ça? Bah, l'efficacité au sens large. Ah bon, ben, tu sais, la nuit, c'est ça l'enjeu. Si j'ai -10, le plastique, il ne fait pas vraiment d'isolation. Fait qu'il va faire -9 ou -10 la nuit. Donc, l'efficacité au niveau énergétique n'est pas si grande que ça. Mais c'est bien important de tout fermer puis tout abrier, là, évidemment, là, pour être sûr de ne pas perdre de chaleur. Moi, j'aurais tendance à vouloir fermer cet endroit-là, les deux serres, pendant que le soleil est encore là, pas à midi, là, au zénith. Mais question de comme, essayer de capter la chaleur, puis de l'emmagasiner, puis de l'emprisonner à cet endroit-là. Et pour une serre non chauffée, quels sont les indices qui nous disent que nous pouvons semer? Oui, ben, c'est la température du sol. De l'air aussi, c'est important, là, on s'entend, mais au niveau de la germination, c'est comme le substrat dans nos caissettes. Puis là, c'est pas compliqué, là, on va chercher un thermomètre Du sol. dans notre tiroir à cuisine, là, celui-là qu'on pique pour le poulet. Non, tu ne prends pas celle-là. Tu vas t'en acheter un thermomètre qui est juste. Tu allais faire ça. Hein? N'importe quel Pourquoi thermomètre pas? qu'on va rentrer dans tu sais, la graine, elle va être déposée dans à peine le premier centimètre de ça. Ben, c'est cette température-là qui va guider un peu. Fait que la température, elle fait que ça va plus vite ou que ça va plus lent, mais ça prend une température de sol. Pour les tomates, concombres, oubliez ça. Là, en bas de 18, là, ça ne marchera pas, là, dans le fond. Là. Ça va stagner, ça va stresser le plant au bout, puis il va comme freiner sa croissance plutôt que de continuer à se développer. Mais après, température de l'air, ça aussi, ça reste important, mais il faut penser physiquement, l'organe, il est où? Donc, si c'est une graine dans le sol, c'est la température du sol qui devrait prôner pour une prise de décision. Là. Mais donne-nous des chiffres, parce que tout à l'heure, tu as dit, si ton sol est dégelé, donc là, on parle d'au-dessus de Ouais, zéro, ouais. et que tu peux le pénétrer parce qu'il est dégelé. Ensuite, il y a quoi? Il y a 5 degrés pour les épinards, 15 Ouais. pour les tomates. Ben, à peu près, à coup de 5. Tu sais, 5-10. Les carottes, ça va le faire aussi. Toute la famille des crucifères. Tu sais, les bok choy et compagnie, là, il n'y a pas de souci, là, ça peut y aller. Puis là, les gens qui ont assez d'espace et qui voudraient faire un test, ils pourraient décider de partir à l'intérieur des plants de crucifères. Brocoli, ça prend beaucoup d'espace, mais c'est quand même chouette là, si vous avez des variétés rapides à essayer de faire en début de saison. Mais le test à faire, c'est je pourrais essayer de partir des transplants à l'intérieur, les acclimater doucement à ces températures plus fraîches-là dans ma serre puis voir ma plug, là, mon transplant, s'il arrive à passer au travers, puis repartir, puis m'amener à terme. Fait que, tu sais, pour moi, ça va rester un lieu d'expérimentation aussi. Tu sais, chacun a un peu ses composantes, sa serre, son orientation, son climat, etc. Fait qu'il y aurait beaucoup de tests le fun à faire, puis prendre des notes, prendre des notes, prendre des notes. Puis si vous avez fertilisé beaucoup l'année d'avant avec des tomates, honnêtement, on n'est quasiment pas obligé de fertiliser en début de saison pour essayer ces cultures-là. OK, vu que c'est pas une question, je vais pas insister là-dessus, même si, Ouais. j'ai vraiment envie.
Mais là, on a une question sur quel serait un bon contrôleur pour une serre de 1300 pieds carrés. Ah, quand même. Ben, moi, j'aime beaucoup la compagnie Orisha en ce moment au Québec qui est comme le vent dans les voiles. Il faut voir c'est quoi le budget. Sinon, il y en a qui utilisaient ce qu'on appelle un high grow, là, IGROW. C'est peut-être des trucs qui se trouvent sur Marketplace. C'est des contrôleurs en high grow, entre autres, qui permettent d'allumer le chauffage, allumer et fermer des côtés ouvrants, etc. Sinon, la base, c'est comme juste un thermostat bien basique. Puis après, il faut voir, là, il y a peut-être d'autres compagnies. J'ai Maximus en tête qui en vendait un aussi, mais ça dépend des bourses, ça dépend des sous que vous avez à consacrer à ça. Si vous êtes super autosuffisant, débrouillard, etc., ça doit se retrouver parce que la CAPI n'existe plus, là, la coopérative d'agriculture de proximité écologique, mais le RFF, oui. Ça doit se retrouver, ces documents-là. On pourrait essayer de les trouver puis de les envoyer aux membres. Là, c'est toi l'informaticien plus que moi, là, mais Arduino, là, le logiciel où on peut faire des automates, ça dit quelque chose, ça, Alex? Ouais, ou j'allais dire l'ESP32. Bon, ok, tu vois, j'imagine le SP-A32, mais il y a moyen de créer ses propres contrôleurs automatiques en faisant de la programmation maison. Fait que ça, c'est des choses qui existent aussi. Puis il y avait des modèles, dans le fond, ça je voulais dire, d'autoconstruction sur comment le faire soi-même. Fait que faudrait juste leur retrouver la trace. Sinon, vous renvoyez une question à Alex en lui disant, pouvez-vous, s'il vous plaît, me créer ce logiciel-là, monsieur? Ah, mais comme je disais, nous, on a vraiment le projet de connecter ces contrôleurs à la main verte pour qu'en fonction des cultures qui sont dans votre serre, on puisse alerter des choses ou suggérer des choses. Oui, Alors, si la température du sol est au-dessus de 5, peut-être qu'on peut dire, bah, essayez-vous avec du bok choy ou des épinards. Et à exact. l'inverse, dissuader si la tentation était forte de partir ces tomates. Ben, c'est que si le Mais sol passe son temps à Jonathan, là, on oublie ça, là. dans la rediffusion de cet épisode vendredi, on mettra tous les liens vers les contrôleurs que tu as dit. Par contre, j'ai trouvé que tu as été un peu vite à nommer tout ce qu'on doit acheter plutôt que pourquoi. Parce que moi, en t'entendant, le premier truc que j'ai envie de coder, en l'occurrence, c'est un petit contrôleur qui moniteur la température du sol pour justement apprendre à la connaître, cette serre. Oui, Dan- ben, ouais, mais le contrôleur, lui, normalement, ce qu'il fait, c'est qu'il contrôle des outils, des mécanismes, des ouvertures, des fermetures. Donc là, si on est plus au niveau de la lecture, on est plus dans la prise de données, qui normalement amène un contrôleur à faire une prise de décision puis à ouvrir ou à fermer un système. Fait qu'il faut le penser de cette façon-là. Mais si tu as un abri tempo minimaliste, super simple, etc., c'est un peu toi finalement qui va collecter les données. Ben ça le fait aussi. C'est là le gap entre le low-tech et le high-tech. Mais on va rapidement, rester on va rester low-tech? Je pense que c'est simple parce que tu sais, j'ai envie de répondre aux questions de la plupart des projets. Ouais. Et la plupart des questions qu'on a, c'est de combien je devance mes semis quand j'ai une serre non chauffée, par exemple, Ouais. type semi-tunnel. Je vais y répondre. La seule chose que je vais refinir, c'est sur le thermomètre. Idéalement, on en aurait un pour mesurer la température du sol, puis un pour la température de l'air. Celui que je voudrais, c'est un qui mesure température minimum puis température maximum. Parce que si on va prendre la température à midi, on va se dire, ouais, c'est beau, il fait assez chaud, je peux planter plein de trucs. Mais ça, c'est l'effet de serre. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la température à minuit ou à 2 heures du matin. On est au plus froid. C'est là que la prise de décision doit se faire. C'est pendant une température de nuit. Fait qu'une température min-max, lui, qui enregistre la donnée, qu'on efface, ou il y en a que c'est des data loggers, là, excusez pour le terme anglais, mais qui permettent d'avoir des données enregistrées. Puis qu'à cette heure, on peut même avoir ça en Bluetooth ou du bout des doigts pour faire un certain suivi. Ben ça, c'est encore plus précis, puis on a l'information juste. Fait que là, on n'est pas dans l'automatisation, mais on est dans de la prise de décision. Excellent. Et veux-tu répondre sur justement, une fois qu'on a cette température du sol et cette température de l'air, Oui, ajuster ses semis, est-ce qu'il suffit de se dire ma date de gel, c'est ça? Est-ce ouais. que c'est est-ce que c'est 2 semaines plus tôt la généralité? Puis on part tout 2 semaines plus tôt? Je sais que tu aimes ça. Toi, tu veux ça cartésien. Puis moi, je suis toujours dans les nuances à dire ça dépend. Ben, je trouve 2 semaines plus tôt, c'est quand même quelque chose de raisonnable. Mais je veux pas induire les gens en erreur puis que leur plant de tomates, tu sais, meurt, puis etc. Parce que
Ça reste qu'il y a un risque de gel à l'extérieur. Puis là, on ne sait pas si ce gel-là va être un -1 ou un -5. Fait qu'à -5, les plants de tomates, poivrons, aubergines, concombres, c'est plate, mais c'est fini. Là, ils vont mourir, ils vont geler. Fait que moi, dans ces contextes-là de serre non chauffée, 2 semaines plus tôt, moi, je vais me garder une gêne. Je ne ferai pas ça chez moi. Je vais respecter quand même le calendrier, mais ça, c'est ma prise de décision. Puis je veux que les gens ils en prennent aussi en fonction de leur connaissance, de leur expérience. Mais dans ce contexte-là, j'aime mieux parler de prolongement de la saison. C'est le plus tard qui va amener beaucoup plus de récoltes, qui va permettre d'étaler ces récoltes-là sur plus longtemps ou, comme je mentionnais tantôt, de faire un dernier semis inespéré qu'on n'aurait peut-être pas pensé pouvoir faire en plein champ, mais qui nous amène en octobre, en novembre, qui nous amène plus tard, ou même si on garde le plastique à l'année, faire des récoltes de carottes d'hiver, c'est encore plus simple dans ce temps-là parce que tu n'as pas un paquet de neige par-dessus. Fait que 2 semaines plus tôt, si vous le voulez, je vous l'accorde. Je vous le donne, mais je le garderai, je suivrai mes trucs de proche, puis je validerai un peu les projections météo sur les sites de météo des 14 prochains jours à venir. Puis si je vois qu'il annonce un gel en bas de -1, -2, là, ouf, là, je ferai attention. Je ferai bien attention. OK, on va retenir plus tard plutôt que plus tôt. Plus tard plutôt que plus tôt. C'est bon, c'est bien compris. On a aussi une question sur, en pot dans une serre, Ouais, ou en bac, j'imagine, ouais, donc hors sol ou dans le sol. ouais. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ben, moi, je suis un adepte des deux parce que c'est ceux qui nous suivent depuis un bout de temps, c'était des choses que j'ai déjà expliquées, mais proche de la maison, sur notre grand balcon, j'ai beaucoup de pots. Puis au champ, c'est plus loin là, parce qu'il faut marcher un peu pour se rendre. Fait que c'est plus des cultures exigeantes en lumière dans le tunnel ou des légumes de conservation. Mais c'est le fun. La seule affaire, c'est qu'il va falloir être plus prudent au niveau de l'irrigation. Puis de s'assurer qu'en pot, ça ne dessèche pas. Parce que le plein sol, son avantage, c'est que ça te crée une espèce de zone tampon dans laquelle il y a de l'eau qui s'accumule plus bas dans la nappe phréatique. C'est un peu too much, là, c'est loin, mais ne veut pas la serre, si elle n'est pas drainée sur les côtés, l'eau, elle va rentrer quand même à l'intérieur, ou la plante, surtout la tomate, qui a des systèmes racinaires très, très longs, là, elle va être capable d'aller puiser de l'eau plus profondément dans le sol et sur les côtés aussi. Donc, à ce moment-là, c'est comme une espèce de résilience, cette zone de tampon-là. En pot, ça fait la job, mais encore là, ça prend. Plus le pot, le volume est gros, plus j'ai cette résilience-là, first of all. Puis aussi, je ne sais pas pourquoi je parle en anglais aujourd'hui, c'est pas tant dans mes habitudes. Puis aussi de mettre un plant par pot. Là, fait que souvent, c'est un plant de tomate par 20 litres, là, un 5 gallons. Là, pas essayer d'en mettre 2-3 parce qu'ils vont se compétitionner puis ils vont boire la même eau. Fait qu'il faut donner quand même beaucoup d'espace, respecter les densités de plantation, mais c'est super intéressant d'y aller en bac, d'y aller en pot. Le hors-sol, pour vrai, là, ça peut avoir des bons résultats, mais on va être plus, comment dire, assidu au niveau de l'irrigation puis au niveau de la fertilisation. Ouais, donc plutôt des gens qui soit ils partent pas en vacances, soit ils ont un super système d'irrigation, enfin ils savent qu'ils peuvent, être Oui, présents, quoi. Mmh. oui, puis c'est là que les minuteries pour les systèmes d'irrigation, c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Puis dans une serre, j'imagine que tu voulais aller là aujourd'hui, mais on va y aller pour le goutte à goutte autant que possible. Si l'idée, c'est de réduire le mouillage des feuilles pour qu'on baisse la pression de maladie causée par les champignons, ben, le plus possible, on va y aller avec du goutte à goutte. Puis par-dessus ce goutte à goutte-là, mettez le paillis de votre choix, que ça soit de la paille, du bois ramial fragmenté. Dans les serres professionnelles, bon, ça reste du plastique, mais on le réutilise, mais c'est des plastiques black and white. Là. Il y a un côté noir, un côté blanc. Fait que nous, on met le côté blanc qui fait refléter la lumière. Mais une belle paille dorée là, de céréales, là, ça aussi, ça fait réfléchir la lumière, puis ça évite l'évaporation de l'eau par le sol. La somme de la plante et du sol, on appelle ça l'évapotranspiration en passant, mais moi, ce que je veux, c'est que ce soit la plante qui transpire de l'eau par ses racines et par ses feuilles et non le sol qui perd tout le temps de son eau. Ça nous permet d'arroser un peu moins. Puis là, il y a des systèmes des fois de gravité avec un gros réservoir placé plus haut là, dans notre serre, là, dans lequel on peut faire partir notre ligne principale avec des valves manuelles puis avoir une distribution goutte à goutte après qui est faite dans la serre. Ça, c'est quand même chouette. Là. Un baril Mmh. de pluie aussi, ça peut faire la job, qu'on essaie de surélever dans une certaine mesure. Puis quand on est capable d'avoir une eau aussi température pièce qu'on laisse dans la serre, c'est un choc thermique en moins pour les racines. Ça, c'est super le fun. Là.
Excellent. Juste avant de passer à la prochaine question sur les Oui, vivaces, oui, hem, j'ai un flash de ce que tu m'as dit quand, on a vu une serre passer, à 2. Puis je t'ai dit: «Ah celle-là, elle a l'air cool cette serre». Puis tu m'as dit: «Ça c'est de la ouais. et justement toi, qu'est-ce qui, risque de se faire des ennemis? Mais, comment tu peux détecter de loin qu'une serre, il y a un danger là? Pour moi, c'est l'enjeu, c'est celui de la ventilation. Parce que l'été, là, on a eu quand même des étés caniculaires. Là. S'il fait 32 dehors, il ne peut pas faire en bas de 32 dans votre serre, donc il va faire 40. Là. Fait que si la capacité de ventilation se limite à une porte, à une trappe sur le toit, c'est un four. Puis là, à ce moment-là, la culture, elle va stresser sa vie, le pollen ne sera pas de qualité non plus, la fécondation va être plus difficile. On va brûler la vigueur de la plante qui, elle cherche juste assez de se tempérer. Fait que pour moi, un des indices, c'est la capacité de ventilation. Fait que l'idée du tempo, même qu'on est capable de rabattre les côtés, là, d'ouvrir les côtés, ça revient exactement à ce qu'on se disait tantôt, Alex. C'est juste un toit, là, presque au final. Mais je vais être capable de le Mmh. fermer, cette structure-là, au printemps ou quand je veux prolonger à l'automne. Mais rendu au mois de juillet, quand les nuits sont chaudes, même, moi, laissez ça ouvert puis enlever cette charge mentale-là. Puis c'est là que tantôt, quand on a fait une petite incursion dans les contrôleurs climatiques, si vous avez les moyens là, d'avoir un truc qui fait ouvrir vos ouvertures de côté, là, c'est des roll-up là, qu'on appelle dans le jargon, ben, c'est super le fun, là, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça quand même. Mais des serres de petits volumes, OK, l'inertie là, est pas très grande. Là. À ce moment-là, ça risque de faire un four. Puis à l'inverse aussi, plus quand on a commencé à construire des serres là, au début du 20e siècle de façon plus commerciale, là, il y avait tendance à faire des petites structures en se disant que ça va être plus facile à gérer le climat. Mais plus le nombre de mètres cubes est grand, moins mon nombre de mètres cubes exposés aux mètres carrés qui sont mon toit, mes murs extérieurs, etc., à ce moment-là est grand. Fait que c'est comme si j'avais une force d'inertie plus grande, ce qui fait en sorte que mes changements de température sont moins grands. Fait qu'on s'est mis à construire des serres de plus en plus volumineuses. Donc, j'ai une grosse ballonne là, qui est chauffée, là, puis qui a moins d'échanges avec mes murs extérieurs, donc moins de perte de chaleur. Puis à l'inverse, si elle surchauffe, ben, ça devient difficile aussi après ça à venir tempérer. Puis un autre truc pour bien tempérer, c'est que ça prend des plantes. Fait que plus j'ai des plantes dans ma serre, plus il y a une climatisation qui est faite parce que c'est ça là, de Mmh. la photosynthèse. Fait que j'aime mieux avoir des plantes à la limite qui servent moins que ce qu'on appelle des zones mortes. C'est juste de la terre, puis que là, ça dessèche, puis ça devient très chaud à cet endroit-là aussi. Fait que ça, c'est d'autres petits twists un peu. Fait que faut que ça ventile. Faut vraiment que ça ventile. Ça, c'est la clé. Là. Tu as commencé un peu technique, mais si je devais résumer, déjà des serres pas très hautes, c'est potentiellement un marqueur de danger là, à taille humaine, là, celle qui fait juste 2 Oui, mètres de haut. Oui, mais tu sais, le tempo, à quelque part, il fait quasiment un peu ça, là. J'essaie de ramener ça dans l'optique, c'est quoi la serre commerciale, mais versus les considérations que nous, on pourrait avoir. Mais plus elle est grande quand Mmh. même, plus elle est facile à contrôler au niveau climatique, là. OK, parfait. Et justement, on a une question sur ta propre serre, tunnel, Ouais, sur tes roll-up là, tu les ouais. tu les ouvres de quand à quand, hein? C'est en fonction des nuits, en fonction de la pluie. C'est surtout quand on les ferme. Donc, nous, on va les fermer quand il y a une grosse, grosse pluie pour éviter que l'eau elle vienne s'infiltrer à l'intérieur. Puis je dirais que en zone 5A ascendant 4B, là, atténué, dans un creux de vallée, fait que l'air froid descend, les gels, ils migrent, tu sais, partent des montagnes puis ils descendent. Fait que nous autres, on a eu des gels très tard. Fait que, tu sais, avant, mi-juillet, là, ou début juillet, ou s'il y a canicule, par contre, oui, là, on va ouvrir, mais c'est beaucoup encore là en fonction des températures de nuit. Fait que quand on a des nuits à 15 degrés, 12 degrés, 12 degrés pour tout ce qui est tomates en général, poivrons, c'est un peu la limite de je pousse et je stagne. Fait que je dirais que c'est Mmh. un peu ça, tiens, mon baromètre, là. Fait qu'à partir de 12, si on ouvre la nuit, il n'y aura pas d'enjeu pour la plante. Puis le OK. truc, le fun, c'est que c'est les écarts entre le jour et la nuit qui favorisent la mise en fruit. Ça crée un stress chez la plante, puis ça favorise la floraison, ça favorise une bonne charge en fruits. Puis ça, nous, on le programme dans nos serres ici. Là. On a vraiment une différence entre la température de jour et la température de nuit. À l'extérieur, ça se fait tout seul. Puis dans une serre ouverte, dans un abri bien simple, ça va se faire tout seul aussi. Là. OK, parfait.
On a une question de Marie-Ève qui est toujours technique, là. J'ai un ventilateur à installer. Est-ce que c'est mieux une ventilation positive ou un extracteur? Ouais, non, j'essaie de combiner les 2 si c'est possible. Puis c'est ça qu'on voit dans les serres, plus ben, tu sais, maraîchères. Dans le fond, c'est que la ventilation positive, elle a fait rentrer de l'air de l'extérieur. C'est bien important d'avoir une autre trappe à l'autre bout, là, mais j'imagine qu'elle le sait, là, tu sais, style, trappe pour, laisser l'air sortir de la sécheuse, là, qui s'ouvre par la pression positive, qui fait que les volets ouvrent naturellement. Fait que l'avantage de la pression positive, c'est que les températures plus froides extérieures vont être distribuées normalement, je ne sais pas si elle a un ballon perforé, mais ça fait en sorte qu'on rentre moins d'air tout d'un coup, fait que ça va venir se brasser avec l'air ambiant de la serre, donc on n'a pas de choc thermique. Tandis que si j'ouvre des roll-ups, quand il y a encore je ne sais pas moi, un -5 ou un 5 degrés à l'extérieur, c'est beaucoup de masse d'air qui rentre tout d'un coup. Donc, mais l'idéal, c'est de combiner un peu les deux, c'est-à-dire la ventilation naturelle, ça, c'est ces roll-ups, puis la ventilation mécanique, ça, c'est sa ventilation positive. Si elle est capable d'installer les deux, c'est super le fun parce qu'en temps de canicule, la ventilation positive, elle fait juste rentrer de l'air chaud, là. Fait qu'elle ne fait pas de mouvement d'air là, non plus. Mhm. Puis, dernier truc qu'elle peut s'installer dans les serres, nous, on a ce qu'on appelle des HAF, là, Horizontal Airflow. Je sais pourquoi je parle anglais, c'est parce qu'il y a beaucoup de termes qui viennent Dans de la ce serre, ouais. milieu-là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est des ventilateurs. Nous, on en a 3 dans des serres de 300 mètres carrés qui assurent comme un brassage de l'air, mais à l'horizontale, mais c'est quand même un espèce de. Ça évite qu'il y ait des stratifications qui soient faites. Puis ceux qui tripent sur les légumes d'hiver, j'ai vu aussi des ventilateurs qui sont positionnés comme ça à la verticale pour essayer de venir assécher le feuillage, surtout dans des laitues qui sont sensibles au blanc, là, à l'oïdium. Ça peut faire une belle différence, là. Fait que de brasser l'air aussi à l'intérieur, ça va aider à éviter les strates de température. Ça, c'est un plus aussi, là. Je trouve qu'il y a un moyen mémotechnique quand on parle de la culture en pot où on dit si t'hésites, double la taille du pot. Et on dirait que sur le thème de la ventilation, c'est un peu pareil au sens où faut toujours plus ventiler que ce que notre intuition nous suggère. Ou peut-être, oui, c'est pas fou, ça. Je l'avais jamais vu de même, mais ça fait du sens, là. Mais Bah tu ouais, sais, bah, quand tu rentres dans une serre et que t'es pas bien, la plante est pas bien, là. Tu sais, on en veut de l'humidité, là, mais si tu fais comme, oh my God, tu sais, j'ai de la misère à respirer, je suis comme dans une jungle, t'es pas supposé être saturé à 100% d'humidité relative, là. Parce que la plante, dans ce cas-là, elle a de la misère à boire de l'eau, boire des nutriments, puis sortir l'humidité par ses feuilles. Fait que ça, c'est pas normal, là, dans le fond. Oui, c'est plus humide qu'une maison, mais de là à sentir qu'on est dans une jungle, il y a un monde, là, entre les deux, là. excellent. On a une question sur les analyses de sol en serre. Ça vaut le coup ou Ouais. pas? Ah ben oui, c'est sûr, parce que c'est la même affaire dans le fond, là. On regardait un peu les plants de tomates aujourd'hui avec mon collègue. On se demandait, ouais, ça ressemble à peut-être carence de potassium. Est-ce qu'elle est induite par une trop grande quantité de calcium? Est-ce qu'elle est réelle parce qu'il manque vraiment de potassium? C'est pareil comme les thermomètres. Puis ça, c'est un de mes amis et collègues qui fait du conseil en serre, là, Danny Boudreau de chez Climax Conseil, que je salue, avec qui je travaille encore. Ben, la phrase, il a peut-être repris de quelqu'un, mais c'est ce qu'on ne mesure pas, on ne le sait pas. Tu sais, je veux dire, je veux pas que tout le monde se mette des objectifs de ferme maraîchère, mais si j'ai pas de données, j'ai pas de diagnostic, autrement dit. Mais encore là, l'analyse de sol, j'aime bien ça, tu sais, de remettre un peu les pendules à l'heure. Ça se peut qu'on reçoive une analyse et que tout est beau, là. Mais c'est ça. Sans analyse, je ne sais pas où ça s'en va. Mhm. L'autre chose que j'ai vue, tiens, regarde, on va faire du pouce là-dessus. Nous autres, pendant longtemps, on mettait du compost en respectant les doses prescrites agronomiquement. Puis on a vu que le compost finit par faire augmenter le pH. Puis un pH plus haut, ça limite le prélèvement de certains éléments nutritifs. Puis là, on voyait des carences arriver de plus en plus. Fait qu'on a fini par changer un peu nos stratégies de fertilisation en réduisant les apports de compost. C'est pas qu'on n'en met plus, mais on en met de façon plus judicieuse. Puis là, on a vu notre pH baisser rapidement au bout de 2-3 ans, puis voir certaines carences être moins présentes. Après, parlant de carence, tiens, la pourriture apicale ou le cul noir, il y a des variétés qui sont super sensibles. Fait que tu as plein de calcium, tu irrigues de la bonne façon, mais pouf, là, elle en a pareil parce qu'il y a des variétés qui ne sont pas adaptées aux serres, que s'il y a une croissance trop rapide, ils ont de la misère à boire suffisamment d'eau et de nutriments. Fait que ça peut causer certaines carences aussi. C'est des choses qu'on voit, là.
J'en profite pour rappeler qu'on a 2 vidéos sur, comment interpréter une analyse de sol qui sont publiques Oui, sur notre chaîne. Enfin que ouais. je vais les lier pour qu'on puisse passer moins de temps là-dessus, maintenant. Puis l'autre petite parenthèse vite, vite, là, pas négliger l'utilisation des engrais verts en serre. Ça fait tellement une belle Ah différence. yes. C'est des sols, dans les cas des serres chauffées, là, on s'entend, c'est autre chose là, parce qu'ils évoluent 12 mois par année, mais ça reste que ça va vite. Là. Ah, ben, tu sais, on peut prolonger la saison tôt ou tard. Ça peut être un beau test aussi à faire en début de saison. Là, tu sais, de revenir réveiller le sol, avoir des systèmes racinaires qui structurent le sol, qui nourrissent, stimulent la vie microbienne, etc. On a fait des beaux tests cette année où j'enseigne, là, un mélange d'avoine avec du raigrasse, là, c'est un autre graminé. Puis qu'on a juste comme tassé le rang du centre pour venir planter nos concombres. Puis on enfoui le reste en dessous de nos paillis. Puis là, les micro-organismes, dont les cloportes, eux autres, c'est vraiment des petits insectes tannants parce qu'ils mangent de tout, là, ben, ils se sont nourris de ça plutôt que de se nourrir de nos plants. Fait que de ne Mmh. pas négliger pour améliorer la qualité de notre sol, l'utilisation d'engrais verts, même si on est en serre, c'est un gros plus au niveau de la biodiversité du sol. Tant que tu y es, tu es obligé de nous faire une petite note sur les rotations, là. Oui, c'est pas facile en serre parce qu'on est dans les mêmes familles de cultures, les solanacées, les cucurbitacées, mais autant que possible, on essaie de le faire. Tu sais, souvent, la théorie, ce qu'elle dit, c'est 4 ans, mettons, puis l'ultime, ça serait 5 à 6 ans avant de revenir avec la même famille. Ben là, c'est sûr qu'en serre, c'est souvent là qu'on met tomates, poivrons, aubergines, mais au moins de faire varier l'emplacement entre les concombres et les tomates d'une année à l'autre, c'est chouette. Si vous augmentez la diversité de cultures, mettons, on va aller avec des fabacées, des légumineuses comme l'haricot grimpant. Super le fun. Les fines herbes, on peut venir couper le cycle des maladies. On peut introduire des crucifères aussi, comme je mentionnais tantôt. Ça, c'est plein de belles options qui peuvent être faites à l'automne, pardon. Puis d'y aller aussi, mettons, avec des graminées au niveau des engrais verts. Fait qu'on peut quand même avoir une belle base de rotation de culture, peut-être moins élaborée qu'au jardin, dans lequel, je ne sais pas, si vous faites 20 cultures, il va avoir 20 ans de rotation de culture, autrement dit, là, si je simplifie au plus simple. Mmh. Mais il y a quand même moyen d'éviter de revenir au même endroit, là, surtout si vous avez un historique de maladies puis d'insectes qui vont passer l'hiver là, malheureusement. Excellent. On a une petite question sur, une petite serre de 10 par 12 pieds qui maintient mal sa température. Ouais. Mais ils essaient de la chauffer avec un petit réchaud calorifère portatif là. Ouais. Bon, s'en servir tôt au printemps, il y a différentes méthodes. Je pense que le calorifère, c'est pas fou. Peut-être d'y aller. Les fils chauffants, j'ai jamais testé, puis le sol, il n'est pas si bon conducteur de chaleur que ça. Tantôt, j'ai suggéré de combiner avec des couvertures flottantes, des toiles thermiques, de peut-être aussi mettre des fois un plastique tôt, le plus tôt possible, transparent pour venir réchauffer le sol. Puis après ça, une fois qu'on a réussi à le réchauffer, peut-être de faire une serre dans une serre, comme une autre personne nous a écrit tantôt. Fait qu'on on peut, si la personne me renvoie dans le chat ou autre, on peut toujours leur geeker un peu là, cet aspect-là. Parce que là, j'imagine que c'est une serre très, très low-tech. Là. Il faut faire attention aussi avec les systèmes électriques, ce qui est moins pire que les systèmes au gaz, là, mais juste de prendre quand même ses précautions au niveau de la santé et sécurité, évidemment. Là. Fait que, faut voir, il y a peut-être des belles avenues aussi, des fils chauffants, ça peut être de quoi explorer. Là. Ce serait peut-être une option pensable, peut-être même au niveau des transplants, des fois, un genre de bac de sable dans lequel on vient mettre des fils chauffants, puis qu'on vient mettre un peu ces transplants-là, puis encore là, avec une serre dans une serre, on est peut-être capable de déjouer un peu la nature. Ouais, j'en profite, moi qui aime bien bricoler, quand il y a un risque de feu, c'est là que naturellement je vais mettre plus de budget et plus de Oui, précautions. oui. Ça vraiment, j'appuie là-dessus parce que fut un temps, j'achetais tout, chez des magasins de seconde main, tu sais, et cetera, le moindre câble et tout qui traînait. Puis, avec les années, j'ai appris d'éviter ce genre de court-circuit raccourci. C'est sûr qu'il faut prévenir, là. Ça, c'est certain. Là. Ouais, excellent. On a des questions sur, le non-travail du sol, les semis Ouais, directs. ouais. Toi, tu Ouais, ben, tu sais, expérimentes là-dessus? c'est drôle parce que l'autre fois, moteur de recherche, j'en ai fait une chronique, là, puis je disais que l'idée, c'était de changer de paradigme un peu, mais toutes les méthodes que Marie met de l'avant dans son livre ou dans ses interventions, quand elle fait des balados, dans ses formations, c'est valable aussi dans la serre, là. Fait qu'il y a pas de souci. Bon, après, pour le pays, ce qu'elle explique, c'est quand il vient le temps de faire un semi-direct, on va tasser la couche qui nous empêche de venir déposer à quelque part dans le substrat ou dans le sol notre semence. Mais après, une fois que la plante elle se met à pousser, on ramène le pays. Là.
Fait que la serre, c'est un très bel endroit pour utiliser du paillis. Juste un bémol, tantôt, j'ai parlé de BRF, j'en mettrais pas des pieds, là. Peut-être quelques pouces, mais pas des pieds, parce que c'est une matière carbonée. Puis si ça devient très épais, ben, ça peut rentrer dans une phase de prolifération bactérienne qui est comme thermophile, là, ça dégage la chaleur. J'ai déjà vu une serre qui a brûlé, puis je me demande si c'est pas ça la cause de base, parce qu'il avait mis justement trop de matière carbonée qui avait des risques, là. Mais après, oui, allez-y, ça le fait, là. Puis le semi-direct, en serre, ça se fait très bien aussi. On fait les deux méthodes chez nous. Des fois, les ravioles, les navets, on les sème directement. Des fois, on les part en caissette. Il y a à peu près juste les carottes qu'on fait toujours du semi-direct. Puis dans ce cas-là, on tasse la couche de paillis puis on remarque. Excellent. Je suis curieux, ceux qui, dans les commentaires, si vous avez vécu des problèmes, je vais pas dire traumatisants, mais vraiment ceux qui ont dit non, la serre, là, c'est décourageant, comme on peut l'entendre des fois dans le potager. Je pense que ça peut être des invasions de pucerons ou autres Ouais, c'est ça. anecdotes sur lesquelles on peut fournir quelques conseils de prévention. Mais Sinon, je vais en donner des pistes, moi. ouais, Je me lance. vas-y. C'est un milieu fermé dans lequel on cultive un certain nombre restreint de plantes, puis qu'on n'a pas la biodiversité extérieure, avec les insectes auxiliaires naturels. Puis en passant, il y a 99% de bons insectes, mais il y en a 1% qui nous fait chier royalement, fait qu'on s'attarde beaucoup, nous autres, les humains, à leur mettre, comment dire, tout le mal du monde entre les mains. Mais les pucerons, c'est un super exemple. Les aleurodes, dans le cas des tomates aussi, ça peut faire des ravages. La tétranique à 2 points pour des concombres, si c'est trop sec aussi, c'est l'enfer. Les trips, bon, on ne les voit pas vraiment, mais on voit surtout leurs dommages. Quand on rentre dans les maladies, ben, l'oïdium, le blanc, là, ça peut devenir aussi très désagréable. Des fois, je rentre dans des serres et ça sent le champignon. Bon, pour les insectes, c'est autre chose. Pour les maladies, si on connaît des plantes où on peut choisir des cultivars qui sont tolérants, ben, on vient de s'aider. Mais après, c'est la ventilation, l'espacement entre les plants, puis des fois défeuiller les plants, surtout les plants qui sont atteints, qui vont nous aider finalement à réduire un peu la pression de ces maladies-là. C'est ce que je vais mettre de l'avant avant d'y aller avec des méthodes comme mettre du soufre ou autres biofongicides. Si les gens veulent aller là, en centre jardin, ils en ont des produits. C'est important de lire les étiquettes. C'est important de lire les étiquettes. C'est vraiment important de lire les étiquettes, pas faire du gros n'importe quoi, même si c'est écrit bio dessus. Pour les insectes, mon trip en serre, ce qui marche, puis tu sais, les conventionnels, ils ont fini par le faire aussi. Là. Tout ce qui marche, si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre, mais introduction d'insectes parasitoïdes et d'insectes prédateurs. Le parasitoïde, l'avantage, c'est qu'on voit une résultante de son mode de vie, de son cycle de développement. Mettons, on rentre une petite guêpe parasitoïde qui s'appelle Aphidius dans nos serres. Il y a différentes sous-souches. Là, après, Évry et Colémanie de mémoire, bon, les autres viennent pondre à l'intérieur d'un puceron. L'œuf va éclore à l'intérieur, la larve va manger le puceron, puis elle va comme laisser une momie du puceron quand l'insecte fait sa métamorphose. Là, il creuse un petit trou avec sa mandibule, là, sa bouche pour sortir. C'est un peu comme Alien, ça. Là. Mais ça, c'est cool parce que tu le vois que ça marche. Même chose avec Encartia formosa qui vient parasiter les œufs de l'aleurobe. On voit que l'œuf, au lieu d'être blanc, il devient noir. Fait qu'on sait que ça marche. Puis là, des fois, quand vient le temps d'effeuiller, ben, je vais peut-être en laisser de ces feuilles-là une semaine dans ma serre, le temps que le cycle de vie de mon insecte se fasse. Puis la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y en a qui le savent, là, mais ils l'ont peut-être spoté. C'est une compagnie à Montréal qui s'appelle Ladybug, qui vendent à l'échelle domestique des insectes prédateurs parasitoïdes. On n'a pas d'affiliation avec eux, mais on les salue parce que c'est les mêmes outils finalement que ceux qu'on utilise professionnels. Je pense que eux, leur stratégie, c'est de s'approvisionner vers ces grossistes-là, entre guillemets, puis de le redistribuer dans certains centres jardins ou de les envoyer par la poste. Alors, le site web est bien fait. Si vous êtes capable d'identifier l'insecte, normalement, ils vont venir avec une solution. Puis des fois, c'est pas toujours évident, là, les identifications à distance. Les insectes, c'est encore bon. Les maladies, c'est tellement tough. Sinon, il existe le laboratoire de phytoprotection du MAPAC. Celui-là non plus, on ne l'a pas contacté. Je ne sais pas à quel point ils sont prêts à recevoir des échantillons de jardiniers domestiques, mais je m'en vais les visiter bientôt avec mes élèves. Fait que je vais leur poser la question. Tout ça pour dire, bref, que des problèmes en serre, ça peut exploser encore plus qu'au champ parce qu'on n'a pas la même biodiversité à l'intérieur.
C'est-tu Ouais. correct? As-tu eu des C'est commentaires entre-temps? bah, pas tant, mais c'était la minute agronomique de PA où il nous perd un peu et on Oh, pourra revenir arrête. sur les chapitres dans la description pour être sûr d'aller chercher la bonne info au bon moment du speech. Ouais. Mais ouais, c'est cool. PA, ta passion pour la culture en serre n'a pas de limite au point où Où? Ouais, t'as- mais en fait, moi, je suis en train de rédiger un manuscrit sur le jardinage en serre, puis ça avance super bien. Il va être prêt à être déposé bientôt. Fait que si les gens veulent contribuer directement à ça en nous nourrissant, allez-y, là. Puis je ne l'ai pas fait encore, tiens, mais je vais le faire ici, là. Un appel à tous et à toutes, là. Tu sais, moi, des photos, j'en ai, mais c'est souvent des fermes maraîchères que je vais visiter. Fait que j'ai pas nécessairement dans ma banque de photos, là, puis j'ai jamais eu cette optique-là nécessairement, mais de photos de serres domestiques. Fait que je serais curieux s'il y a des gens qui veulent nous en lancer, soit dans le chat de la main verte ou via les coordonnées là, que tu offres au monde. Puis après ça, je peux envoyer mon courriel perso, puis m'envoyer finalement de quoi qu'il y a quand même une certaine résolution qui permettrait peut-être de se retrouver dans un livre. J'aimerais ça, ça me nourrirait parce que je leur dis, la limite, c'est celle de la créativité. Il y a des gens qui en ont vraiment beaucoup, plus que moi. Puis ça fait des trucs super le fun. Puis pour moi, c'est une autre belle façon d'augmenter notre résilience alimentaire, là. Fait que Mhm. la serre, c'est un bel outil. Puis oui, j'aime ça. C'est une autre façon de cultiver des plantes, mais à la base, ça reste. Faut pas trop se casser le basic. Ça reste qu'on fait pousser des plantes. C'est ça. Ah, mais c'est cool parce que le projet de la main verte, ça a toujours été d'une part de créer plus d'abondance et tu l'as très bien dit en intro, la serre, c'est un immense Ah oui. vecteur d'abondance, sous réserve d'avoir les bonnes connaissances pour s'éviter les problèmes et aller chercher que le meilleur, là. Ouais. Mais c'est aussi un projet communautaire et je trouve qu'avec cette annonce que tu viens de faire, donc l'écriture d'un livre sur la culture en serre, on a aussi l'occasion de montrer qu'on peut aller chercher plus d'abondance quand la connaissance est là, mais aussi d'être plus communautaire parce que si le livre peut être illustré par plein de scénarios grâce à vos questions, plein de photos qui viennent de vos différentes enjeux et magnifiques créations. Enfin, qu'en effet, j'ai mis le courriel balado@lamainverte.ca dans les Génial. commentaires pour ceux qui se sentiraient généreux à vouloir contribuer à la rédaction et à l'illustration du livre de PA. Tu as dit le terme manuscrit, mais moi, c'est un livre qui sortira l'année prochaine normalement. Oui, ben pour moi, c'est ce manuscrit, bon, je suis peut-être pas bon en étymologie, mais qui fait plus référence à l'ébauche de, tandis que le livre, ça va être quand il va être dans mes mains. Là, tu sais. Regarde, by the way, parlant de livres, c'en est un que j'ai quand même consulté beaucoup, là, de Greenhouse and Hoop House Growers and Book, mais ça, c'est quand même pour une clientèle avertie. Puis c'était ça au départ, je pensais faire, c'était peut-être un truc plus destiné au monde agricole, mais là, étant donné mon incursion de plus en plus grande dans le monde du jardinage, sachant que les besoins de connaissances aussi sont là, ben, c'est l'orientation que j'ai décidé d'y donner. Puis évidemment, il y a énormément d'agronomie là-dedans, là. Des années d'enseignement, mais ramenées, j'espère, à une échelle accessible le plus possible. Puis les fiches pratiques ou fiches techniques, là, on va s'entendre sur le nom à la fin, il y a 30 légumes. Fait qu'on n'est pas juste dans les 5 classiques ou les 4 classiques en serre, il y en a, là. Ça aussi, j'étais quand même assez content. Puis là, peut-être que les gens trouveront un peu plus des stratégies claires, des réponses à leurs questions en fonction de leurs besoins et de leurs objectifs, là. Puis en attendant, il y a toujours l'application La Main Verte où vous pouvez poser des questions à Pierre-Antoine et organiser votre planification de Ben oui, votre serre au sein de celle-ci. Puis on essaie sans cesse de rapporter plus de personnalisation au conseil de culture pour que ça soit adapté à la serre. Et on sait aussi que cette année devraient arriver les premières connexions avec les objets connectés, quoi. ça va être cool, ça. Excellent. Ah, merci, je suis désolé pour la qualité visuelle, fond d'écran, de ne pas être dans la serre. C'était surtout qu'elle est vraiment belle à ce temps-ci de l'année. Puis là, je voyais des fois, j'avais des jeux de lumière. Je ne le referai plus. J'avais le droit à une fois où ça se passait moins bien côté techno. Mais le gars techno des deux, c'est toi. C'est bon, c'est comme je disais pendant que tu étais pas là, les serres souvent c'est des cages de Faraday qui laissent peu passer les Hey, ondes là. Fait qu'on je va le te fais mettre un petit souvent. routeur Wi-Fi Dans ma poche. qui va solidifier ça. Mais Ouais, on merci encore à toi, merci à l'INAP pour avoir prêté le lieu à l'espace de quelques minutes, ta magnifique école. Et on se voit bientôt. Génial. Merci. À bientôt.